à moins que vous viviez dans une bulle, je pense que vous savez que l'économie mondiale est en train d'être bouleversée avec Trump et la guerre tarifaire. Et si jamais il y en a parmi vous qui vivent encore dans une bulle, préparez-vous en fait parce que je crois que cette bulle va bientôt vous péter d'en face. Parce qu'on est entré dans une période de profonde turbulence économique à l'échelle mondiale, qui est essentiellement, ce qu'on voit en ce moment, c'est un approfondissement de la crise organique du système capitaliste qui a déjà un impact et qui va avoir un impact crucial sur le monde entier, sur toute la société, mais surtout qui va avoir des effets dévastateurs sur la classe ouvrière. C'est pourquoi les communistes, on prend le temps d'élaborer nos perspectives, on discute des perspectives politiques qui s'en viennent pour mieux orienter notre action politique. Et quand on regarde la situation politique en ce moment, il nous apparaît clair qu'il faut que le mouvement ouvrier se prépare à faire face à la crise. Les bourgeois ne sont que des bandits, ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie. Bon, en ce moment, c'est pas trop clair ce qui va exactement se passer dans les prochaines semaines, en fait même dans les prochains jours. Il y a 2-3 semaines, vous avez sûrement vu, Trump a sorti sa belle charte, une de ses belles chartes, Beautiful Chart, avec ses taux de tarifs pour plein de différents pays et la fameuse Liberation Day, le 2 avril. Rapidement, on a vu les marchés boursiers baisse planter. Ensuite, il est revenu sur sa parole. Il a enlevé le gros des tarifs, sauf pour la Chine. Il a gardé le 125 %. Et un peu avant, il avait promis d'implanter les tarifs pour le Canada et le Mexique. Il est revenu sur sa parole, mais encore, il a implanté certains tarifs. Mais je pense que peu importe ce qui se passe dans le concret immédiatement, je pense que la réalité ou la trajectoire est assez claire. Trump veut nous amener sur la voie du protectionnisme. Ou, je devrais plutôt dire, veut continuer à aller sur la voie du protectionnisme parce que c'est déjà commencé avant lui. Les libéraux nous disent que Trump est fou. Sur toutes les tribunes, qu'est-ce qu'on entend aux États-Unis, au Canada, en Europe, un peu partout? On voit le même discours libéral. Oh my God! Trump, c'est un fou, c'est un psychopathe, c'est un dictateur. Et c'est vraiment l'hystérie, là, je pense qu'on voit. Surtout si vous regardez l'establishment démocrate aux États-Unis. Mais plus largement, c'est vraiment l'hystérie chez tout l'establishment capitaliste libéral. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu eux qui ont l'air fous en ce moment. Les commentateurs politiques, je ne sais pas si vous suivez un peu la politique aux États-Unis, mais aussi plus en général, quand on ouvre la télé, quand on lit le journal, on dirait que les commentateurs politiques ont arrêté de faire de l'analyse politique et sont tombés dans ce qu'on pourrait appeler de la démonologie, où ils vont décrire Trump et J.D. Vance comme des espèces de Asmodeus ou Demogorgon, pour ceux qui jouent à D&D. Et personnellement, il n'y a rien qui me fait plus rire que de voir les libéraux pleurnicher devant l'arrivée de Trump. Pensez-y 2 secondes. On a des politiciens et des journalistes qui ont soutenu les pires horreurs, les pires crimes impérialistes, qui ont mis de l'avant les pires mesures contre la classe ouvrière, ici comme à l'étranger. Et là, aujourd'hui, soudainement, ils prétendent vouloir sauver la démocratie et la liberté du peuple. Excusez mon français, mais c'est de la grosse bullshit. Ils nous disent que Trump est contre la démocratie. Mais à ce que je sache, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la guerre génocidaire sur Gaza, ça a reçu un rejet massif de la population. Et ça, ils ne vont pas s'en offusquer, par exemple. C'est-tu démocratique, ça? Pendant les 4 années où Joe Biden était au pouvoir, les États-Unis ont expulsé beaucoup plus d'immigrants que les 4 premières années de Donald Trump. Ça, non plus, ils vont pas nous en parler. Je pense que c'est complètement hypocrite, le discours qu'on entend en ce moment de tout l'establishment politique.
Quand tout le Congrès américain, l'an dernier, a décidé d'écraser les travailleurs des chemins de fer en brimant leur droit de grève, ça ne s'est pas offusqué, on n'a pas vu ces gens-là s'offusquer. Parce que non, fondamentalement, l'establishment libéral en a rien à foutre des grands principes de liberté et de démocratie. Là-dessus, ils sont parfaitement d'accord avec Donald Trump. Les problèmes qu'ils ont avec Trump, c'est qu'ils ne suivent pas vraiment leurs règles à eux. Ils ne suivent pas les règles de l'establishment. C'est quoi les règles? Ben, on méprise et on attaque vicieusement la classe ouvrière pour les intérêts d'une minorité capitaliste, mais on le fait avec un beau sourire, avec des belles paroles de liberté, de démocratie et un peu d'amour, évidemment. Et donc, Trump ne joue pas ces règles-là. Il est beaucoup plus franc, en fait, que ces gens-là. Il n'a aucun scrupule. Il présente les intérêts du capitalisme, de l'impérialisme américain tels qu'ils sont. Il ne camoufle pas ses intentions derrière une grosse montagne de mensonges comme les libéraux. Ce faisant, c'est un facteur d'instabilité. Donald Trump est un facteur d'instabilité parce qu'il expose le système capitaliste dans lequel on est. Et c'est ça aussi que les libéraux ne peuvent absolument pas tolérer. C'est ça que l'establishment politique, l'establishment capitaliste aux États-Unis ne peuvent pas tolérer. Et en ce moment, ce qui est encore plus fou dans cette situation-là, c'est de voir des figures soi-disant de gauche, comme Bernie Sanders, par exemple, qui a osé dire que avant que Trump soit élu, les États-Unis, et je cite, ont vécu pendant 250 ans dans une démocratie. Wow! Sérieusement, là. Sérieusement. Dans un pays qui est encore cicatrisé par l'esclavage, par l'oppression des Noirs, par le massacre des Autochtones, par la destruction de peuples entiers à travers le monde et par l'exploitation constante de la classe ouvrière de plus en plus pauvre, ça serait Trump qui serait la vraie attaque sur la démocratie. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que la plupart des figures importantes, aux États-Unis comme ailleurs, de la gauche, comme Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, mais d'autres un peu à travers le monde, ils ont complètement capitulé à la propagande 100% hypocrite des démocrates et des libéraux. Ils donnent en ce moment une énorme couverture de gauche au Parti démocrate aux États-Unis, mais plus largement à tout l'establishment politique du capitalisme. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils disent aux travailleurs, ces ennemis-là, finalement, ne sont pas vos ennemis. Ils sont vos amis. Ce qui est non seulement faux, mais c'est absolument scandaleux. Parce qu'en faisant ça, ils participent à rattacher les travailleurs à la classe dirigeante, à leurs exploiteurs, à leurs ennemis de classe. Et ça, je pense, c'est le plus grand piège dans lequel on pourrait tomber. Et c'est évidemment pas quelque chose qui est confiné aux États-Unis. On voit la même chose ici. On voit la fameuse politique du moindre mal. On la voit aux États-Unis, mais on la voit aussi au Canada. Bien entendu, il faut reconnaître que Trump amène, je dirais, une coche un peu plus intense et dramatique à l'impérialisme américain, il faut le reconnaître. Et il agit comme un facteur d'accélération de la crise en ce moment. Donc, Trump, c'est définitivement l'ennemi de la classe ouvrière. Et évidemment, les communistes, on lutte contre Donald Trump. Je pense que c'est assez clair. Mais jamais, au grand jamais, on peut tomber dans le panneau et penser que parmi nos exploiteurs et leurs représentants politiques, il y en a qui sont vraiment moins pires que d'autres. Si vous regardez d'ailleurs, et ça je pense que c'est vraiment important de le rappeler, si vous regardez comment Trump est arrivé au pouvoir pour la deuxième fois en particulier, mais aussi pour la première fois, en fait, c'est précisément à cause de ce piège de la politique du moindre mal. C'est le piège du libéralisme qui a préparé Trump, l'arrivée de Trump au pouvoir. Les travailleurs sont intelligents, je dirais beaucoup plus intelligents que l'establishment libéral et de bien des petits bourgeois libéraux qu'on entend sur toutes les tribunes. Les travailleurs sont intelligents. Après des années de bullshit démocrate, et où est-ce qu'ils continuent de s'appauvrir encore plus, bien, éventuellement, ils ont dit « assez, c'est assez ». Ils ont opté pour le changement. Et c'est précisément parce qu'à la gauche, il n'y a personne qui défend des politiques anti-establishment,
c'est parce qu'à la gauche, on défend les mêmes politiques que l'establishment qu'ils se sont tournés vers l'option qui était en apparence anti-establishment, celle de Donald Trump. Donc, je pense que c'est ça le cul-de-sac dans lequel la gauche aux États-Unis en particulier, mais on le voit aussi un peu partout, nous a menés, en fait. Et c'est ça le piège des politiques du moindre mal. Maintenant que ça est dit, on ne fait pas de la démonologie ici. Et si on veut comprendre, je pense, qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis qu'est-ce qu'on peut faire, quelle devrait être la bonne approche à prendre, je pense qu'il faut avoir une analyse très sobre de la situation économique et politique dans laquelle on est. Je disais que les libéraux disent que Donald Trump est complètement fou. Il est peut-être un peu fou. Je pense qu'il faut l'avouer, là, ça prend un peu de folie, clairement, de ce côté-là. Mais il n'est certainement pas stupide, selon moi. Il y a un plan. Je dirais que, même du point de vue des intérêts de l'impérialisme américain, son plan est beaucoup plus logique que ce que Biden a fait pendant 4 ans, en fait. Pourquoi je dis ça? Je pense que pour comprendre ce que Trump est en train de faire en ce moment, il faut prendre un peu de recul, revenir en arrière, et en particulier, je pense qu'il faut regarder c'est quoi l'ordre mondial, du moins la situation politique mondiale qui s'est établie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Contrairement aux puissances de l'Europe, les États-Unis sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale pratiquement indemnes économiquement. Et donc, on va avoir une situation sans précédent où les États-Unis vont s'établir comme la puissance capitaliste dominante qui vont pouvoir imposer leur volonté sur l'économie mondiale. Et donc, on va voir une période d'énorme développement économique où les barrières tarifaires qu'on avait à la période précédente vont tomber, en fait. Et aussi, on va voir que face à l'Union soviétique, les États-Unis vont former un bloc des puissances de l'Ouest. Et essentiellement, ce qu'on va avoir à cette période-là, c'est ce qu'on va appeler le fameux ordre mondial fondé sur des règles, comme on dit en anglais, the rule-based order, que vous entendez souvent sur tous les plateaux. Et ces règles-là, évidemment, sont fixées par les États-Unis, bien entendu. Et c'est sur cette base-là, en fait, que pendant longtemps, on va avoir une période de croissance et d'amélioration du niveau de vie pour une grande portion de la population occidentale. Je fais un petit saut. Début des années 90, l'URSS s'effondre. Et les États-Unis vont devenir la seule puissance au monde qui peut faire ce qu'elle veut. Puis les impérialistes américains vont devenir très arrogants aussi. Mais entre-temps, on va voir que la Chine va avoir été intégrée au marché mondial. Et ça va éventuellement venir saper les bases de la domination des États-Unis. Et je vais vous donner des chiffres rapidement à cet effet-là. Si on compare les États-Unis et la Chine économiquement, la part des États-Unis dans le PIB mondial en 1960, c'était d'environ 40 %. Aujourd'hui, ça a descendu à 26 %. En contrepartie, la Chine, en 1960, était à 4 % du PIB mondial. Aujourd'hui, elle est passée à 20 %. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'économie américaine reste la plus importante, reste la plus forte, mais elle a diminué relativement. Et donc, on peut dire que ce qu'on voit en ce moment, ce qui se passe en ce moment, c'est les conséquences d'un déclin relatif de l'impérialisme américain. Et ça, Donald Trump, il a pris conscience de ça. Pendant que Biden était obsédé à poursuivre la guerre perdue contre la Russie en Ukraine, Trump, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut arrêter toutes ces aventures-là, il faut arrêter les aventures militaires où on dépense des centaines de milliards de dollars dans des guerres interminables à l'autre bout du monde qui mènent à rien. Pour vous donner une idée, les États-Unis, dans la dernière période, ont dépensé seulement pour la guerre en Afghanistan, ils ont dépensé plus de 2000 milliards de dollars dans la guerre, une guerre qu'ils ont pleinement perdue et qui a fait augmenter drastiquement la dette américaine. Et donc, en ce sens-là, l'approche de Trump est beaucoup plus logique que celle de Biden, du point de vue de la classe dirigeante américaine, évidemment pas du point de vue de la classe ouvrière. Donc, il comprend que la puissance américaine s'est affaiblie, que c'est la fin de l'ordre mondial dominé totalement par les États-Unis. Et ce qu'il fait en ce moment, dans ce contexte-là, c'est un retranchement. C'est-à-dire qu'on s'assure de protéger
nos intérêts, de protéger les intérêts du capitalisme américain face à la montée d'autres puissances, dont la Chine, mais aussi militairement, on a la Russie. Donc, après des années où on a favorisé le libre-échange partout, on passe au protectionnisme. On cherche à protéger le marché américain contre le reste du monde. America first, comme on dit. Et donc, devant la crise du capitalisme, le protectionnisme, c'est quoi? C'est essentiellement de chercher, par des moyens de tarifs et d'autres mesures, à protéger son marché intérieur de la concurrence et essentiellement exporter la crise ailleurs, exporter le chômage avec ça. C'est pas juste Trump qui fait ça. Je disais tantôt que c'est pas juste Trump qui a commencé à faire ça. C'est déjà une tendance qu'on observe depuis un certain temps, pas juste aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Mais ce qu'on voit, c'est que Trump est définitivement beaucoup plus résolu et amène, je pense, le protectionnisme à un niveau supérieur. Et ça va avoir des impacts énormes sur le monde entier. Pensez à ce qui se passe en ce moment, ce qui est en train de se discuter. On parle ici de course aux tarifs. Ça va aussi chambouler toutes les chaînes d'approvisionnement si on doit couper des sources d'approvisionnement à cause que les tarifs sont trop élevés. Ça va aussi, on voit les relations dans le commerce mondial, en fait, essentiellement, qui vont être complètement chamboulées. Et aussi, un point qui est vraiment important, le protectionnisme, ça va aggraver aussi l'inflation galopante qu'on a eue depuis un certain temps. Parce que, qu'est-ce que ça fait, le protectionnisme? C'est que ça va créer une situation où des produits, des biens qui sont produits moins efficacement localement vont remplacer qui sont produits moins efficacement localement, donc qui sont plus chers, vont remplacer des produits qui sont produits plus efficacement, donc moins chers ailleurs. Et donc, tout ça, ça va avoir des impacts un peu partout, puis évidemment, ça va avoir des impacts énormes au Canada. Avant que je parle du contexte particulier de la guerre commerciale au Canada, je pense qu'il faut rappeler quelque chose qui est assez important, là. Le capitalisme canadien est en déclin depuis un très long moment, et c'est pas juste à cause de Trump. Pendant une longue période, être le partenaire junior, le petit frère des États-Unis, ça a profité énormément à la bourgeoisie du pays. Les investissements étrangers ont afflué. On a vu la production qui a été complètement révolutionnée. On a augmenté la productivité du travail. Les entreprises canadiennes ont réussi à avoir du succès sur le marché mondial parce qu'à côté de chez vous, qu'est-ce que tu as? Tu as le plus gros marché de consommateurs au monde. Mais cette position privilégiée du Canada dans l'économie mondiale en tant qu'auxiliaire de l'économie américaine, aujourd'hui, plutôt que d'être un privilège, plutôt que d'être un avantage, c'est devenu une énorme faiblesse. Les choses se sont transformées en leur contraire parce qu'au cours des dernières décennies, ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'une grande partie des investissements en capital qui étaient au Canada ont fui vers le marché américain. Pourquoi? Bien parce qu'aux États-Unis, on a un moins haut taux de syndicalisation, entre autres. On a des lois antisyndicales aussi, puis on a aussi des impôts sur les entreprises qui sont moins élevés. Fait qu'on a vu tout ça se produire dans la dernière période, ce qui fait qu'aujourd'hui, la part du PIB mondial du Canada a chuté de 2,9 % à 2 % depuis 1980. Ça peut avoir l'air pas si énorme que ça, mais c'est très, très gros pour un pays comme le Canada. Et on se trouve avec aussi une situation qui est très similaire à ce qui se passe en Europe en ce moment, où on a vraiment une crise de la productivité du travail. Donc, pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, le Canada, en 1970, le Canada était la sixième économie la plus productive des pays de l'OCDE. Puis aujourd'hui, on a décliné au 18e rang des pays les plus productifs. Puis la tendance est vraiment à la baisse, en fait. Et déjà, avant Trump, si ce processus-là se poursuivait, ce qui semblait être le cas, ça aurait eu des conséquences vraiment énormes. On parle de privatisation des services sociaux, de réduction des soins de santé, de coupe dans les dépenses publiques pour essayer de sortir de la crise. Et donc, même avant l'arrivée de Trump, le modèle canadien, avec un bon État-providence, hein, ce qu'on entend souvent, là, le beau modèle du Canada, le plus meilleur pays du monde, comme disait Jean Chrétien, ce modèle-là était déjà plus soutenable. Maintenant, une fois qu'on a dit ça,
À quoi on doit s'attendre avec la guerre tarifaire? Trump a été assez clair. Je pense qu'il n'a pas tourné les coins ronds, il n'a pas essayé d'enjoliver ça. Il l'a dit très clairement. Pendant longtemps, le Canada a profité de son partenariat avec les États-Unis. Puis là, on ne peut plus se permettre que ça continue. Essentiellement, il a même dit qu'il veut exporter une partie du chômage au Canada, entre autres dans le secteur de l'automobile. Il a dit qu'il voulait que les jobs de l'Ontario, essentiellement, il aimerait ça qu'ils reviennent à Détroit, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de désindustrialiser une partie du Canada pour ramener l'industrialisation des États-Unis. C'est une menace énorme pour les travailleurs. Mais aussi, il s'attaque à la classe capitaliste canadienne. Parce qu'il veut aussi ramener, pas juste des jobs qu'il veut ramener, c'est les profits qu'il veut ramener aux États-Unis. Et donc, si on regarde la situation dans son ensemble, qu'est-ce qu'on a en ce moment? On a une guerre commerciale entre deux des économies les plus intégrées au monde, si ce n'est que les économies les plus intégrées au monde. Donc, une guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, ben, c'est évident que ça va impacter davantage le Canada, qui dépend beaucoup plus du marché américain que l'inverse. Et j'ai vu récemment des chroniqueurs, des journalistes dans les médias qui disent que Trump, il ne va pas vraiment implanter ses tarifs, que ce ne sera peut-être pas si pire que ça. On commence un peu à entendre ce discours-là. Mais personnellement, je pense que c'est un peu de la pensée magique de dire ça, parce que les conséquences de la guerre commerciale, on les voit déjà. En ce moment, ce n'est même pas une guerre commerciale, c'est la menace de guerre commerciale. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà des entreprises qui ont commencé à délocaliser leur siège social aux États-Unis, qui ont commencé à délocaliser la production. Et il y avait un sondage juste avant toute cette saga de la guerre commerciale, je pense en janvier, qui disait que 56 % des entreprises qui avaient été interrogées, les entreprises canadiennes, avaient déclaré qu'elles procéderaient à des licenciements si des tarifs douaniers étaient appliqués. Je pense que ça révèle beaucoup ça. Et les licenciements ont déjà commencé. Je vais en reparler un peu plus tard. Mais il y avait une citation que je trouvais intéressante de la banque TD, la Banque Toronto-Dominion, qui disait « C'est devenu une crise existentielle pour le Canada, car ce n'est pas probablement que le début de la migration vers le Sud. » Et je pense que ça résume vraiment bien la situation dévastatrice dans laquelle l'économie canadienne est plongée. Maintenant, en réponse aux menaces de Trump, qu'est-ce qu'on a vu? Le regain du nationalisme canadien, Go Team Canada, Go, avec tous les politiciens qui font des références au hockey, là, elbows up et tout ça. Bon, vous n'êtes pas des fans de hockey. Je sais pas, y avait-il une game à ce soir? Non, sûrement, en tout cas. Peut-être que vous ne seriez pas là. Demain, OK, bon, tu vois, OK, je ne suis pas une vraie fan. mais le point, c'est qu'on a vu tout le monde embarquer dans ce discours-là de l'Équipe Canada, tous les partis politiques, les syndicats, la gauche comme la droite. Et je pense que ce qu'on voit, c'est que dans toute la sphère politique, ils sont tous unanimes pour dire qu'il faut imposer des contre-tarifs et encourager les gens à acheter canadien. On a même vu des syndicats comme Unifor ou la CSN qui ont tenu des discours pro-entreprise Canada, pro-entreprise québécoise, comme si soudainement on luttait plus contre le patronat. C'est assez fou de voir ça. C'est quoi l'approche des communistes par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on dit? Je pense qu'il faut voir que, d'abord, pour une majorité des travailleurs, il y a une peur sincère par rapport à la situation. On a peur des conséquences économiques de la guerre commerciale. On a aussi peur de se faire annexer. Je pense que c'est assez évident. Personne ne veut d'un système de santé privé comme aux États-Unis, où c'est l'enfer pour avoir des soins de santé, mais c'est aussi le paradis des compagnies d'assurance. Donc, je pense que cette peur, cette crainte-là est tout à fait légitime. Mais ce qu'on voit de l'autre côté en ce moment, c'est que la classe dirigeante et ses politiciens utilisent en réalité ce sentiment-là de manière très, très, très cynique pour canaliser ça dans la défense de leurs intérêts. On parle de défense de la nation. On est tous ensemble contre Trump. Mais je pense qu'il faut dire que c'est pas vrai, ça. C'est absolument une duperie. C'est absolument faux. Parce que les capitalistes canadiens, les politiciens capitalistes canadiens ne sont pas nos amis. On n'est pas dans la même équipe. Il n'y a pas d'équipe Canada ou d'équipe Québec. Pourquoi je dis ça? D'abord, Donald Trump, oui, c'est l'ennemi de la classe ouvrière, mais ici au Canada,
le principal ennemi de la classe ouvrière ici, c'est pas Donald Trump, c'est les capitalistes canadiens. C'est des gens comme Galen Weston, comme notre cher PKP national, Pierre-Carl Péladeau. C'est les grands capitalistes, l'ennemi de la classe ouvrière d'abord et avant tout. Puis ces grands patriotes-là, je pense, sont prêts à tout pour protéger leurs profits et ils vont vouloir faire payer les travailleurs pour la crise. On ne peut pas compter sur eux ni leurs représentants politiques pour combattre Trump. Et pour expliciter ça, on peut regarder le Parti libéral du Canada, qui est un bon exemple, je crois, parce que dans le Parti libéral du Canada, le grand champion de Team Canada, ils ont passé plusieurs lois dans les dernières années pour mettre fin à des grèves et forcer les travailleurs à retourner au travail. Juste dans la dernière année, ils sont même pas passés par le Parlement, ils n'ont même pas légiféré pour forcer les travailleurs à retourner au travail. Ils ont trouvé comment on dit ça, un loophole, une faille dans la loi qui leur permet d'aller directement empêcher les travailleurs via un tribunal. Et donc, ils ont retiré le droit de grève aux cheminots, aux débardeurs et aux postiers, seulement dans la dernière année. Donc, Team Canada, visiblement, ça n'inclut pas la classe ouvrière quand ils nous disent ça. En Ontario, on a Doug Ford, qui est l'espèce de poster boy de l'équipe canadienne, qui arrivait avec une casquette. Canada is not for sale, le Canada n'est pas à vendre. Et c'est assez incroyable de voir ça parce que Doug Ford a parmi les choses qu'il a faites, il y a notamment un énorme scandale, en fait, en Ontario, où est-ce qu'il a vendu des grosses portions de la ceinture verte, qui sont des terres qui étaient auparavant protégées pour protéger les terres. Il a vendu ça à des promoteurs immobiliers. Donc, oui, le Canada est à vendre pour Doug Ford. C'est complètement hypocrite. Et parlant de vendre des terres, on a la même chose ici. On a la même hypocrisie. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe en ce moment à Blainville. On a François Legault, grand défenseur du Québec. En fait, le gouvernement de François Legault est en train de passer une loi en ce moment pour forcer la ville de Blainville contre l'avis de la mairesse, contre l'avis de la population, contre l'avis du BAP, pour forcer la ville à vendre une grosse partie de son territoire à Stablex, qui est une grosse compagnie américaine de traitement des déchets toxiques, d'ailleurs, qui voudrait importer des déchets toxiques à Blainville. Donc, visiblement, le Québec aussi est à vendre. Et c'est pas juste en ce moment qu'on voit toute cette hypocrisie-là. Il y a plein d'exemples dans la dernière période, mais il y en a un qui est assez marquant, c'est quand, il y a quelques années, on a eu le fameux lockout à l'abbaye de Bécancour. On avait plein de travailleurs québécois qui ont été mis en lockout pendant 18 mois. Le gouvernement, il s'est rangé du côté du patron américain. Et donc, je pense que derrière toutes ces déclarations floues de défendre le pays, qu'on est tous dans la même équipe, qu'on est tous ensemble, se cachent les vrais intérêts de la classe dirigeante au pays. Il n'y a pas d'équipe Québec, il n'y a pas d'équipe Canada. Quand ils nous disent qu'il faut imposer des contre-tarifs aux États-Unis, bien, ça n'a rien à voir avec la protection des emplois. Je pense qu'il faut voir derrière ce piège-là. C'est essentiellement pour protéger leur marché, protéger leurs profits. Et il y a un point qui est important aussi de voir, en fait, c'est que l'État canadien protège déjà des entreprises canadiennes contre le marché américain. Il y a déjà des mesures de protection comme ça. Il y a des gros monopoles au Canada qui sont protégés puis qui existent essentiellement parce que l'État a légiféré pour les protéger. On pense aux banques, on pense au secteur des télécommunications, où on paye des prix exorbitants, parmi les frais les plus élevés au monde. Puis évidemment, le secteur de l'aviation, de l'aéronautique, avec des grosses compagnies comme Air Canada, qui siphonnent les fonds publics, puis en plus qui sont protégés et qui nous chargent des prix exorbitants, qui attaquent vicieusement leurs travailleurs et ultimement nous offrent un service de merde. Et donc, regardez ces entreprises-là. C'est ça qui arrive quand on les protège. C'est ça qui arrive. Est-ce que les travailleurs bénéficient de ça? Est-ce qu'on bénéficie de ça? Ben non, au contraire, on paye beaucoup plus cher à cause de ces protections-là. Et donc, je pense que les contre-tarifs qu'on veut imposer ici, dans la prochaine période, ça va jouer le même rôle, en fait, que ça. Et en ce moment, des deux côtés de la frontière, il y a des syndicats, au Canada comme aux États-Unis, qui disent que ça prend des tarifs. Il faut absolument mettre des tarifs. Il y a même Sean Fain, qui est le président
des travailleurs unis de l'automobile, qui est soi-disant un syndicaliste de gauche, qui a complètement capitulé au discours de Trump en soutenant les tarifs douaniers. Et il justifie sa position en disant que l'ALENA, donc l'accord de libre-échange nord-américain, ça a détruit des emplois dans le secteur de la construction automobile aux États-Unis. Et donc, le protectionnisme, ça va aider à ramener ces emplois-là. La question qu'on doit poser, c'est est-ce que vraiment ça va protéger des emplois? Absolument pas. Absolument pas, parce que une fois que le protectionnisme, ça commence, ça n'a pas de fin, en fait. Les tarifs, ça provoque des contre-tarifs et chaque pays essaye de protéger son marché. Et on peut regarder dans les années 30, la grande dépression des années 30, la grande crise des années 30. Pour surmonter la crise, c'est ça que les gouvernements ont fait. Ils ont imposé des tarifs. Ça a été la course au protectionnisme. Est-ce que ça a sauvé des emplois? Exactement l'inverse qui est arrivé. Dans la plupart des pays, on a eu un taux de chômage plus élevé que 20 %. Je pense qu'au Canada, à un moment donné, ça atteignait 30 % de chômage. Donc non, ça l'aide pas à lutter pour garder des emplois. Et c'est quoi la position des communistes par rapport à la question du libre-échange et au protectionnisme? Notre approche est assez simple. On adopte un point de vue internationaliste. On se positionne en fonction des intérêts de la classe ouvrière mondiale. C'est pourquoi on n'est pas en faveur du protectionnisme ou en faveur du libre-échange. C'est pas notre débat. Ça, c'est l'enjeu des patrons. C'est l'enjeu de la classe dirigeante. Si l'ère du libre-échange, ça a signifié la stagnation des salaires dans bien des pays, la fermeture d'usines, la détérioration des conditions de travail, bien, le protectionnisme, de l'autre côté, la guerre commerciale, c'est pas une solution, comme je viens de l'expliquer. Et cette approche-là, d'ailleurs, comme ce que je mentionnais du président du syndicat de l'automobile aux États-Unis, c'est une vision très, très court-termiste de dire on va protéger des emplois ici, maintenant. Mais fondamentalement, c'est erroné. Ça ne protège pas des emplois. Et c'est faux, en fait, de penser qu'en licenciant des milliers de travailleurs au Canada et au Mexique, par exemple, ça va aider les travailleurs aux États-Unis et vice-versa. En fait, la réalité, c'est que c'est pas vrai, puis c'est vraiment une vision très, très limitée, en fait. Et donc, ce que nous, on défend, ce que je pense qui est la vraie solution à tout ça, c'est ce qu'on défend avec nos camarades de l'Internationale communiste révolutionnaire aux États-Unis et au Mexique, notamment, et partout dans notre internationale. Ce qu'on défend, en fait, c'est une lutte commune contre les patrons et pas contre d'autres travailleurs. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous, c'est le slogan de Marx et Engels. Puis ce slogan-là, je pense qu'il s'applique absolument aujourd'hui pour notre lutte. On lutte en fait pour l'unité de la classe ouvrière par-delà les frontières. Puis, ultimement, on lutte pour défendre une fédération socialiste des Amériques dans une fédération socialiste mondiale. Ça, c'est l'approche qu'on défend, et non pas le protectionnisme ou le libre-échange. Maintenant qu'on a dit ça, on est jeudi, les élections, c'est lundi. On est à quelques jours de savoir qui va former le prochain gouvernement au Canada. J'ai regardé tantôt, l'écart se resserre entre les libéraux et les conservateurs, mais il semble quand même que c'est les libéraux de Mark Carney qui vont l'emporter, si la tendance se maintient, comme dirait Bernard de Rome. Faut faire attention avec ça. Mais donc, bref, les libéraux s'enlignent pour remporter l'élection. C'est quand même fascinant ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder ce qui s'est passé dans les derniers mois, parce que oui, il y a eu de l'action au Canada, pour une fois, on peut dire. Le Parti libéral était en profonde crise il y a seulement quelques mois. Tout était aligné pour qu'en 2025, les conservateurs de Pierre Poilievre remportent une élection avec une écrasante majorité, une majorité historique. Tout s'enlignait pour ça. Mais là, on a vu la guerre tarifaire, tout a changé et dans le mood nationaliste qui s'est créé, c'est comme si, soudainement, tout ce qui s'est passé avec les libéraux, toute la haine envers le Parti libéral a un peu été effacée. Les 7 dernières années du gouvernement libéral ont un peu été effacées. Et tout l'establishment politique présente Carney,
le nouveau chef libéral et le nouveau premier ministre du Canada, qui n'a pas été élu d'ailleurs. C'est quand même particulier comme système. Il présente comme l'homme de confiance de la situation, l'homme de confiance qui va nous faire éviter la crise. Qui est Mark Carney? Il n'y a potentiellement pas de représentant plus direct de la classe capitaliste que Mark Carney. Comme pour reprendre ce que mon camarade Marco a dit l'autre jour, Mark Carney, c'est le genre de personne que voudrait tuer Luigi Mangione. Et donc, il a été gouverneur de la Banque du Canada, gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il a travaillé pour Goldman Sachs, Brookfield, d'ailleurs, qui est une compagnie canadienne qui a fait beaucoup d'évasion fiscale. Et donc, des grosses compagnies qui gèrent des milliards de dollars d'actifs financiers. Et j'ai écouté son discours de la chefferie quand il a gagné à la chefferie du Parti libéral. Il a commencé son discours, c'est vraiment spécial. Il a commencé en faisant un gros hommage à nul autre que Jean Chrétien, qui, si vous ne le savez peut-être pas, Jean Chrétien, le premier ministre du Canada qui a implanté un des pires budgets d'austérité dans l'histoire moderne du pays dans les années 90. Et donc c'est ça son modèle. Ça nous en dit beaucoup sur le genre de personne. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que Carney a complètement coupé l'herbe sous le pied de Poilievre. En ce moment, la plateforme des libéraux et des conservateurs, à part quelques petites virgules, pratiquement la même chose, en fait. Les deux parlent d'équilibre budgétaire, ils parlent d'efficacité gouvernementale, de mettre fin aux dépenses déficitaires de l'État, de réduire le gaspillage. Il faut lire entre les lignes, il faut parler le jargon politicien. Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça? Il faut lire entre les lignes, ils parlent d'austérité. Évidemment, en ce moment, ils ne parlent pas qu'ils vont faire des coupes dans les services, mais la réalité, c'est que c'est impossible de parvenir à l'équilibre budgétaire qu'ils veulent faire sans s'attaquer aux services publics, sans s'attaquer aussi aux fonctionnaires fédéraux. D'autant plus que le seul endroit où les conservateurs et libéraux ne veulent pas couper, en fait, il y a deux endroits, c'est le soutien aux grandes entreprises et les dépenses militaires. Et pour les dépenses militaires, c'est assez fou parce qu'en ce moment, ils suivent complètement la pression que Donald Trump a mis sur les pays de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses militaires, les grands défenseurs du Canada contre Donald Trump. Et en ce moment, donc, ils suivent l'idée d'augmenter le budget militaire à 2 % du PIB. Et aussi, d'ailleurs, Mark Carney s'est montré encore plus intense que Poilievre là-dessus, qui a dit l'objectif initial des libéraux, c'était d'atteindre le 2 % d'ici 2032. Et lui, il a dit non, on va l'atteindre d'ici 2030. Puis là, Poilievre a dit we'll see. Et pour vous donner une idée de la situation financière au Canada, sur un ton un peu plus sérieux, en 2023, les dépenses des programmes fédéraux, donc les dépenses du gouvernement, s'élevaient à 450 milliards de dollars. Et le déficit fédéral, c'était 62 milliards de dollars. Si vous ne savez pas, ça représente combien, parce qu'on n'a pas de milliards dans nos poches, je vous le dis, c'est beaucoup d'argent. En fait, c'est énorme. Et donc, pour atteindre l'objectif du 2 % de l'OTAN, il faudrait que le Canada double ses dépenses militaires, ce qui reviendrait à ajouter plus de 40 milliards de dollars annuellement. Donc, si on ajoute le déficit actuel, 62 milliards, plus le 40 milliards de plus qu'il faudra ajouter, ça veut dire que pour équilibrer le budget et augmenter les dépenses militaires en même temps, il faudrait réduire les dépenses pour combler le trou de 100 milliards de dollars. Et ça, c'est sans compter que Carney veut faire des dépenses d'investissement, c'est-à-dire, et Poilievre aussi, c'est-à-dire une façon détournée de parler de faire des grosses subventions aux entreprises. Donc, pour résumer, les finances de l'État canadien sont absolument dans le trou, sont absolument dans le rouge. Et c'est sans parler de l'impact que va avoir la guerre commerciale. Et que ce soit Carney ou Poilievre qui va prendre le pouvoir, qu'est-ce que ça va signifier tout ça? Bien, c'est sûr que ça va être des attaques sur les services publics, ça va être des attaques sur le niveau de vie de la classe ouvrière. Parce que où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour combler ce trou-là? Même, je lisais ce matin, je suis tombée sur un article dans Globe and Mail qui disait justement que ce soit,
je le traduis, là, que ce soit Carney ou Poilievre, le prochain premier ministre devra couper dans les services publics fédéraux. Puis ils disent, dans l'article, ils font les calculs, puis ils nous disent qu'ils ne vont pas couper dans quoi que ce soit, mais à la fin, c'est impossible de voir comment ils vont pouvoir avoir un budget équilibré sans réduire drastiquement la taille des services publics. Donc, c'est pas juste moi qui le dis, je pense que n'importe quel économiste bourgeois un petit peu intelligent peut faire les calculs puis se rendre compte, en fait, qu'on s'enligne pour un budget de crise, on s'enligne pour un parti, on s'enligne pour un gouvernement de crise. Et je parlais de la politique du moindre mal au début. Ça s'applique aussi au Canada. Encore cette élection-ci, on le voit de temps en temps à chaque élection, mais en particulier à cette élection-ci, on entend encore parler de vote stratégique pour les libéraux, pour battre les conservateurs. Le pire que j'ai vu, c'est la FTQ, qui font une campagne en ce moment, ça s'appelle l'âge de pierre. Ils font vraiment une campagne, ils se sont inscrits aux élections, ont dépensé de l'argent pour... Tout ce qu'ils disent, c'est à quel point il ne faut pas que les travailleurs votent pour Pierre Poilievre, que c'est un démon. Encore là, on fait de la démonologie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Sous-entendu, voter pour les libéraux ou les libéraux sont moins pires. Mais sérieusement, là, en ce moment, après 7 ans de gouvernance libérale, où on a vécu la pire crise du niveau de vie en des décennies, où les libéraux se sont attaqués drastiquement au droit de grève, ils ont envoyé la GRC matraquer les Autochtones, et j'en passe, la liste serait longue. Et maintenant, en plus, avec Mark Carney, dont d'ailleurs Poilievre se plaint qu'il a volé son programme, je pense qu'il faut vraiment, honnêtement, je pense qu'il faut vivre sur une autre planète pour dire que le Parti libéral, qui est le parti historique de la bourgeoisie canadienne, serait moins pire que les conservateurs. Mais comme je le disais, ultimement, peu importe le résultat lundi, on peut être certain que le prochain gouvernement, ça va être un gouvernement de crise. Je disais que les licenciements ont déjà commencé. Je peux donner quelques exemples rapidement parce que le temps file. Il y a un fabricant québécois, ShearTex, qui a déjà licencié 40 % de ses 350 employés. Aussi au Québec, la compagnie de meubles South Shore, qui ont supprimé 115 emplois en février. Il y en a d'autres, mais le plus important que vous avez sûrement vu, c'est l'AB, qui a licencié 9500 emplois partout au pays. C'est seulement un début. Il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés au pays. Et ce que les communistes nous ont dit, en fait, c'est que c'est absolument urgent dans ce contexte-là que le mouvement ouvrier développe une stratégie concrète pour lutter contre le désastre qui s'en vient pour les travailleurs. Comme je l'ai dit, on ne peut pas faire confiance à la classe dirigeante pour nous aider. C'est pourquoi ça nous prend une mobilisation indépendante de la classe ouvrière pour défendre nos conditions. C'est pour ça qu'on a élaboré un programme communiste pour combattre la crise. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails. Vous pouvez vous procurer l'édition de notre dernier journal. Je pense que ça donne beaucoup de matériel. Mais j'insisterai sur un point en particulier, c'est la question des licenciements. En ce moment, j'ai l'impression que beaucoup de monde, surtout dans la gauche, surtout dans les directions syndicales, voient comme une fatalité les licenciements. Puis, comme si c'était juste quelque chose qui allait arriver, puis il fallait vivre avec. Nous, on n'accepte pas ça, les licenciements. Est-ce que les patrons acceptent de perdre des profits? Ben non, ils n'acceptent pas ça. Ils font tout pour ne pas perdre des profits, pour faire payer les travailleurs. Et nous, on dit on n'accepte pas les licenciements. Pourquoi on devrait accepter ça? Et on ne peut pas faire confiance au gouvernement fédéral, provincial pour nous aider pour ça, parce qu'on le voit dans les moments importants, ils vont toujours se positionner du côté du patronat. Et donc, ce qu'on dit, c'est que le mouvement ouvrier doit lancer un mouvement de grève et d'occupation en réponse à toute tentative de licenciement ou de délocalisation de la production. En réalité, c'est la seule façon de sauver les jobs. Et on ne peut absolument pas faire confiance non plus aux patrons quand ils nous disent on n'a pas l'autre choix, il faut fermer l'usine, on n'a plus d'argent, ou il faut licencier des travailleurs. Parce que qu'est-ce qu'on voit aussi dans la dernière période, qu'est-ce qu'on a vu beaucoup, c'est que les gouvernements, ils vont sortir le chéquier pour les grandes entreprises. Ah, vous êtes en difficulté financière, on va vous aider. Et à chaque année, c'est plus de 50 milliards de dollars de subventions aux grandes entreprises qui sont données au Canada. Et est-ce que ça protège des jobs? Le secteur de l'automobile, c'est sûrement le meilleur exemple.
Pas de compagnies qui ont été plus sauvées financièrement que les compagnies de l'industrie de l'automobile, Chrysler, GM, tout ça. Est-ce que ça a sauvé des jobs? Absolument pas. L'industrie décline. Et en plus de ça, s'ils nous disent que, bon, ils n'ont pas d'argent, on exige qu'ils ouvrent les livres de compte, que les livres de compte des grandes entreprises soient rendus publics et que tous les travailleurs puissent observer la situation réelle. Si une entreprise est forcée de fermer ou de licencier à cause de la guerre commerciale, nous, ce qu'on dit, les communistes, c'est que cette entreprise-là devrait être expropriée. Ces usines peuvent être rééquipées, peuvent être intégrées dans une vaste chaîne de production pour produire en fonction des besoins et pas en fonction des profits. C'est ce qui nous amène à la question du contrôle ouvrier, ultimement. C'est les travailleurs qui devraient décider de comment on produit. C'est eux qui devraient gérer la production. Ce que je dis là, il y a beaucoup de gens qui, même au sein de la gauche, en fait, qui vont dire « Ah, ce que vous dites, les communistes, vous êtes des pelleteux de nuages, c'est absolument pas réaliste, vos demandes. » Je pense que c'est ça le problème. C'est pas réaliste pourquoi? C'est pas réaliste pour qui? C'est pas réaliste quand on reste dans le confin du capitalisme. C'est pas réaliste pour le capitalisme. Nous, on n'accepte pas cette logique-là. Dans la situation en ce moment, la réalité, c'est qu'il n'y a aucun moyen de protéger à la fois les emplois et les profits des patrons. C'est ça la réalité de la crise capitaliste. Mais c'est vrai qu'une usine qui est gérée par les travailleurs, une seule usine gérée par les travailleurs, ne pourrait pas survivre seule dans un océan capitaliste. Et c'est pour ça que ça nous prend, c'est un vaste mouvement d'occupation d'usines qui relie des centaines d'usines et d'entrepôts. Et donc, ce qu'on voit avec la guerre commerciale, ce vers quoi ça nous pointe, en fait, c'est que ça met à nu l'ensemble du système, puis ça met à l'ordre du jour la transformation socialiste de la société. Il n'y a pas d'autre voie possible. Parce que soit on accepte les règles du capitalisme au détriment des travailleurs, ou on opte pour une vraie solution pour la classe ouvrière. Et ça pose la question de dépasser le capitalisme et d'envisager une transition socialiste. En pleine crise du capitalisme, on peut regarder qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas rompre avec le capitalisme, ceux qui cherchent simplement à donner un visage plus humain au système. Et c'est le moment où j'attire votre attention sur la petite affiche de la conférence de ce soir. Vous avez peut-être remarqué que sur l'affiche, on a Jack Meeting et Gabrielle Nadeau-Dubois. Et vous vous dites, ben coudonc, elle n'a pas encore parlé de QS ni du NPD. C'est pas un hasard, en fait. Parce que, qu'est-ce qu'ils proposent en ce moment? Rien. Rien, ou du moins rien de différent que ce que les autres partis proposent. On peut parler rapidement de Québec solidaire. En ce moment, QS est bon dernier dans les sondages, derrière les conservateurs d'Éric Duhem. GND vient de quitter le bateau après avoir poussé le parti vers la droite, avoir poussé pour que le parti devienne plus raisonnable pour gouverner. Et ultimement, il a amené le copie à devenir pratiquement une pâle copie du Parti québécois. Et je suis allée avec certains camarades la semaine passée, il y avait une conférence avec Ruba Gazal et Jean-Luc Mélenchon. Et c'était fascinant parce que j'ai écouté Ruba Gazal pendant une quarantaine de minutes. Et tout ce qu'elle a fait, c'est se contenter de chialer que la droite est méchante. Encore un peu de l'espèce de démonologie, mais il n'y avait aucune idée pour lutter contre la droite, aucune solution proposée pour combattre la crise. Et du côté du NPD, c'est quasiment pire, en fait. Ça fait 2 ans, pendant 2 ans à peu près, le NPD a soutenu les libéraux. Il y avait une coalition sans coalition avec les libéraux pendant la pire crise du coût de la vie depuis très longtemps. Et on voit ce que ça a donné aujourd'hui, en fait. La position extrêmement molle du NPD. On a vu que des votes des jeunes et de bien des jeunes travailleurs sont partis du NPD vers les conservateurs de Poilievre, attirés par son discours anti-establishment. Et avec la guerre commerciale, je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe sur TikTok,
parce qu'apparemment que c'est là que Jack Meeting se tient, et il se montre plus nationaliste même que les libéraux. Il soutient avec force l'impérialisme canadien. Ça va, let's go, on va construire plus de missiles, plus d'armements, mais made in Canada. Honnêtement, ça en est un peu gênant, là. Et c'est quoi le résultat? Bien, le NPD incapable de se distinguer. Le parti est à moins de 10 % des intentions de vote en ce moment. Et c'est même pas certain que Jack Meeting va gagner son siège. C'est fascinant de voir ça, en fait. On a une situation complètement incroyable. Regardez, pensez-y 2 secondes. Alors qu'on a une crise profonde du système qui pousse des millions de travailleurs, millions de jeunes à chercher des réponses, à chercher des solutions, à vouloir sortir du statu quo, la gauche est plus misérable que jamais. Et c'est pour ça que la droite populiste parvient à gagner autant de terrain. C'est pas que la montée de la droite qui fait perdre la gauche, c'est l'inverse, en fait. Les travailleurs veulent des solutions, puis à défaut d'alternatives, ils vont se tourner vers ceux qui ont l'air de présenter des solutions. Et c'est assez ironique de voir qu'on a des réformistes comme GND, comme SIG, mais c'est une cassette qu'on entend depuis très longtemps, qui nous disent, qui défendent une gauche soi-disant pragmatique, réaliste, une gauche qui est faite pour devenir plus populaire et prendre le pouvoir. Bien, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que ça a donné exactement le contraire de ce qu'ils voulaient faire. Et ça, ce que je dis là, c'est pas juste vrai pour QS, c'est pas juste vrai pour l'NPD. On pourrait parler aussi de la mollesse des directions syndicales, mais aussi, en général, c'est un phénomène qu'on voit partout dans le monde, l'état misérable de la gauche. Puis je pense que ça l'amène un point qui est vraiment important, c'est que la crise du capitalisme, ça l'amène une crise du réformisme. Je parlais de l'ordre mondial d'après-guerre qui est fini au début de ma présentation. Qu'est-ce qu'on a vu avec le boom d'après-guerre? C'est la domination du réformisme dans la gauche, dans le mouvement ouvrier. Ça a été d'ailleurs un énorme soutien pour la classe capitaliste. Les dirigeants réformistes, dirigeants syndicaux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, on n'a pas besoin de faire de révolution, pas besoin de lutte de classe, on va faire des petits changements graduels. C'est très sécuritaire pour le système capitaliste. On peut faire des compromis de classe, pas besoin de se chicaner. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? En réalité, c'est que cette époque-là, cet âge d'or-là, complètement révolu. Les méthodes des réformistes ne fonctionnent plus, puis les résultats le montrent aussi, ils n'ont pas d'attrait. Parce qu'en réalité, pour que la classe capitaliste fasse des compromis avec la classe ouvrière, il faut que le système ait quelque chose à offrir. Mais en réalité, il n'y a plus de marge de manœuvre pour que les capitalistes acceptent de donner des petites miettes aux travailleurs. Et donc, les réformistes défendent un capitalisme avec des réformes, mais le capitalisme ne permet plus de faire des vraies bonnes réformes. Donc, et l'heure est aux contre-réformes en ce moment. Donc, les réformistes qui acceptent le capitalisme finissent par accepter ça, ce qui fait qu'ils luttent de moins en moins pour des réformes ou seulement des maigres gains. Et c'est pour ça qu'on a, je pense, une gauche molle qui se plie devant l'establishment capitaliste puis qui inspire ultimement personne rendu là. La réalité, c'est que si tu n'es pas prêt à lutter pour renverser le système et mobiliser un mouvement de masse pour le faire, qu'est-ce qui reste aux réformistes? Il ne reste rien. Et donc, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont pris dans un passé qui n'existe plus. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que l'histoire avance, le capitalisme évolue, et on ne va pas retourner vers une période exceptionnelle de boom qu'on a eue dans les 30 Glorieuses. On est vraiment entré dans une période de crise profonde, de guerre, de révolution, de contre-révolution. Puis ce qu'on voit en ce moment, c'est juste le début de ça, je pense. Et donc, dans ce contexte, je pense que la classe ouvrière a besoin des idées, d'une méthode, d'un programme qui est adapté pour cette époque-là, pas adapté pour un passé révolu. Et les libéraux et les réformistes qui ont émergé dans la période précédente, je pense qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment et ne sont pas du tout équipés pour la nouvelle situation. Et par le fait même, je pense qu'ils vont se faire écarter
progressivement écartés par des millions de travailleurs et de jeunes qui cherchent une solution de rechange au système. Ça a déjà commencé, en fait. On voit le déclin du libéralisme un peu partout dans le monde. On voit que ces alternatives-là se font tester et éventuellement sont écartées par des millions de gens. De leur côté, il y en a qui disent en ce moment c'est l'âge d'or de la droite populiste et tout ça. Et la droite populiste non plus n'a pas de solution à la crise. Et eux aussi vont éventuellement se faire discréditer. Ça peut sembler... Je sais que ça a l'air des fois un peu fou de penser ça parce qu'on dirait que la droite est en pleine ascension. Je pense que c'est beaucoup ce que les médias puis l'establishment essaient de nous présenter. Mais en réalité, on voit qu'eux aussi vont finir par être discrédités. La preuve, c'est que ça fait quoi? Quelques semaines, quelques mois à peine que Donald Trump est au pouvoir et sa popularité s'effrite. Déjà, en particulier chez les électeurs républicains, il commence à perdre beaucoup de soutien. Ça fait seulement quelques mois qu'il est au pouvoir. Je mentionne tout ça parce que dans tout ce contexte-là, pendant que le reste de la gauche tombe dans la mollesse et le pessimisme, nous, au PCR, on regarde la situation et en fait, il n'y a rien qui nous porte à être déprimés, à être tristes ou à être résignés. En fait, c'est exactement le contraire. Tout nous porte à rester optimistes, à garder notre bonne humeur, garder notre sens de l'humour, parce que l'heure des révolutionnaires, l'heure des idées révolutionnaires est vraiment arrivée. Les conditions sont absolument favorables pour que les communistes défendent un programme révolutionnaire qui va pouvoir rallier des milliers de travailleurs, des masses de jeunes et de travailleurs, et ainsi qu'on soit capable, dans la prochaine période, de construire une organisation qui nous permette de construire un parti communiste révolutionnaire de masse. Et ainsi, en faisant ça, si on s'y met à la tâche, on va être capable de renverser ce système pourri.